Salut, c'est Mugen et vous écoutez New Game Plus. Et cette fois, c'est un épisode spécial. On est au Expo Orléans Gaming Show Duo Plus, un truc dans le genre. Festival. Festival. Championship 2. Et je suis accompagné de Brad et Turbo de HD Ace. Remix. Bonsoir. Et oui, on s'est réunis tous les trois sans HKR et Pedro qui n'ont pas pu faire le déplacement. On a gardé que la Dream Team. On a gardé la Dream Team et Brad. C'était un 14 février, du coup ils ont décidé de rester avec leur chérie et ils ont bien raison. Non, on plaisante, c'était une excellente expo. Très bonne journée, ouais. Très bonne journée qu'on a passée. Et vous avez passé une nuit d'enfer avec vos chéris. Et moi j'ai me retrouvé tout seul. Mais tout seul avec tous les jeux qu'il a achetés. Oui, c'est c'est acheté vrai. plein de choses. Un sac à dos rempli. Rabord de jeu. Pourquoi j'ai fait cette connerie? J'en ai marre. Et sans vouloir vous spoiler, j'ai influencé nos deux Cubistes. nos deux cubistes parce qu'on est passé sur le stand de Cubi et je les ai fait acheter des choses. Oh oui. Du coup, juste pour résumer un petit peu ce que vous allez écouter dans ce podcast bonus, on a fait une interview avec Olivia et Marie de QI, excusez-moi, j'ai énormément de mal avec les noms. Également, on a fait quelques petites interviews avec des exposants Sympa. très très sympas, deux boutiques et avec un membre d'une association dédiée à Mario Kart. Et du coup, on vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après pour la conclusion de ce podcast. Du coup, on se retrouve en compagnie de Cubi. Donc, il y a Marie et Olivia. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites au sein de Cubi, s'il vous plaît? Alors, moi, c'est Olivia, je suis chargée de com et chargée de produits chez Cubi depuis maintenant 5 ans. D'accord. Et moi, du coup, c'est Marie. Je suis chez Cubi depuis quelques années et je m'occupe surtout de la direction artistique, de tout ce qui est visuel, graphisme et je travaille avec Olivia dans l'équipe com. Pareil depuis 5 ans ou tu es arrivé un peu plus récemment? Moi, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai travaillé pour une autre entreprise, mais pour Cubi, et après, j'ai été embauchée chez Cubi. Donc, en tout, ça doit de la faire une dizaine prestation pour d'années. Cubi avant d'entrer en interne. Voilà, c'est ça. Ok. Tu connaissais déjà les lieux, quoi. Je connaissais déjà et c'est pour ça que j'étais ravie d'embaucher l'équipe. Tu arrives en terre inconnue. Du coup, il y a quand même un grand écart dans le catalogue. Comment est-ce que vous gérez la communication pour toucher des gens qui vont aller du maker do it yourself avec les Raspberry à quand même toucher aussi des gens qui veulent tout apprendre parce que le Raspberry, votre produit principal que vous vendez, il faut aussi le rendre attractif pour la personne qui n'y connaît rien. Alors déjà, on adapte notre communication en fonction des clients, en fonction des produits. Tous les produits ne touchent pas les mêmes cibles. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit clair pour tout le monde, que ce soit pour les débutants ou pour les experts. L'objectif, c'est d'avoir une communication lisible, claire, punchy, un peu dans notre type de communication à nous, et en gardant une hiérarchie dans les informations pour que le débutant puisse directement comprendre les points clés et pour que l'expert, lui, puisse voir les spécifications qui l'intéressent et puisse par la suite aller sur le site internet pour avoir plus d'informations sur les compagnies. Sans noyer le message. C'est ça. L'important, c'est de gérer un peu le nombre de textes, le nombre de pictos, le nombre d'images pour que ça reste clair et lisible pour tout le monde. Comment est-ce qu'on entretient une relation de confiance sur le long terme pour rester le distributeur de référence de la fondation Raspberry Pi? Alors, Cubi est le revendeur historique en France, donc depuis 2012, depuis le premier lancement de Raspberry Pi. Donc, il faut savoir que Gérald, notre CEO, que je salue au passage, a tout de suite vu l'intérêt en fait des cartes Raspberry Pi, tant sur l'usage que sur la partie tarifaire. Donc, c'est pour ça qu'il s'est consacré entièrement à la distribution de Raspberry Pi en Europe. Et je pense qu'on prouve en fait au quotidien, que ça soit à Raspberry Pi directement ou à nos clients, par notre expertise et par nos services, que ça soit le service après-vente, le service client, la logistique, les commerciaux qui nous accompagnent et nous en communication. Voilà, il y a une certaine constance et une régularité qui font qu'aujourd'hui on a toujours notre place de numéro 1, en tout cas en France. Et ça nous a permis d'aller toucher d'autres pays en Europe pour avoir cet agrément de distributeur officiel. Ça fait longtemps que vous êtes sur le côté international en Europe?
Oui, ça fait quelques années déjà, mais ces 2 dernières années, on a réussi à avoir l'agrément, notamment au Portugal et en Allemagne. Très très bien. Vous êtes partout en Europe du coup, parce que là vous parlez d'Allemagne et Portugal ou Espagne, Italie, Portugal, avec l'Allemagne. D'accord. Parce qu'il me semble que Raspberry c'est une boîte qui est du Royaume-Uni, il me semble, si je me trompe pas. Ça vient d'Angleterre. L'Angleterre, oui, c'est bien ça. Donc c'est pour ça que je pose la question. Ok. D'accord. Quelle est la place occupée par le contenu éducatif? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros volet envers l'éducation par Cubi. Considérez-vous que la mission, c'est aussi d'enseigner la tech au-delà de la vente? Alors, enseigner la tech, je pense que c'est un bien grand mot à notre échelle, mais clairement, on a pour but de La rendre accessible, si c'est pas enseigné. démocratiser, avoir des prix accessibles et toute une gamme de produits qui commence de la carte microbit, donc accessible dès 4 ans, à des projets éducatifs plus conséquents. Voilà, nous, on aime accompagner justement en mettant des ressources disponibles. Ce qui manque aussi beaucoup aujourd'hui, c'est la documentation en français. Donc, Ouais, c'est vrai, ouais. nous, on s'entoure, on a plusieurs profs qui nous accompagnent et des médiateurs de l'éducation nationale pour justement nous aiguiller sur tel titre pédagogique, tel robot, ça va être pour tel cycle, tels enfants, tel niveau, telle compétence, toujours en regard avec l'éducation nationale. D'accord, vous compartimentez. J'ai vu que vous venez d'intégrer la gamme Lego Éducation. Moi, j'adore les Lego. On en a parlé un petit peu en off. J'ai même mis mes enfants sur ça. Ça permet vraiment un lien ludique et de transmission. Qu'est-ce que cela représente pour Cubi? C'est une volonté de s'ancrer encore un peu plus dans les écoles et auprès des parents? Oui, clairement, Lego Éducation, c'est une porte d'entrée justement pour les enfants. Donc dans ces kits-là, on dépasse le simple jouet. On a des moteurs, des encodeurs. Et ça permet vraiment d'attirer les plus jeunes, que ce soit avec ce montage do it yourself. Et on espère vraiment après qu'ils s'orientent vers des cartes microbit Galaxia avec un peu plus d'électronique. Mais pour aller plus loin du coup. En fait, vous faites une porte d'entrée plus accessible. C'est ça. Et Lego, c'est connu du grand public, donc on va brasser un peu plus que juste du microbit où il faut déjà connaître un petit peu pour y entrer. Alors que Lego, c'est vraiment c'est vendu en grande surface. C'est ça. C'est pas de niche, donc ça fait moins peur. Mais ça permet d'accompagner en fait. D'accord. Ça permet d'enchaîner avec la prochaine question, le design au service de la jeunesse. Parce que comment on adapte le visuel et le message pour que des produits complexes, comme on peut voir, des kits robotiques paraissent simples et surtout ludiques pour le jeune public? Alors nous déjà, ce qu'il faut savoir, c'est surtout les adultes qui vont acheter nos produits. C'est pas la cible finale qui sont les enfants. Donc on adapte le visuel pour qu'au premier coup d'œil, l'acheteur final, qui est le parent ou le professeur, ils comprennent à quelle tranche d'âge le produit est associé. Donc ça va rester quand même avec des codes couleurs éducatifs, donc assez punchy. Si c'est Lego Éducation, par exemple, on va reprendre les couleurs Lego Éducation, pardon. Et après, concernant nos comptes Instagram, on va essayer de rendre les contenus pour qu'ils soient compréhensibles, qu'ils soient dynamiques et clairs. Et on va adapter le message en fonction de la façon de tourner, en fonction du type de produit qu'on va filmer. Voilà. Après, on va aussi sélectionner les produits en fonction de ce qu'on veut montrer. Si c'est par exemple une fiche technique du Lego, la voix off et le texte sera du Raspberry, par exemple. On va passer sur le volet écosystème social. Quels sont vos réseaux de prédilection? Est-ce que vous adaptez le message entre l'esthétique Instagram, la réactivité Twitter X ou même le professionnalisme sur LinkedIn? Alors, entre Facebook et X, on ne va pas trop changer le message. En général, c'est la même communication, que c'est à peu près le même type de clientèle qu'on va avoir sur ces deux réseaux-là. Concernant LinkedIn, en revanche, on va être plutôt sur du contenu professionnel orienté entreprise, sur lesquels on va partager des articles ou écrire des articles qui concerneront par exemple notre ESAT ou des posts qui vont refléter nos valeurs plutôt que nos produits. Et après pardon. Oui, il y a un vrai, ce que je trouve chez Cubi, c'est qu'il y a un vrai volet personnalité de l'entreprise en plus du volet vente. Et après sur Instagram, du coup, on va publier des vidéos, donc c'est complètement différent de Facebook et Twitter. C'est pas le même investissement non plus de temps, j'imagine? Non, du tout. On passe même de moyens. Ouais, c'est clair. Beaucoup plus de temps à tourner les vidéos. Déjà, Olivia doit faire les scripts, choisir les produits, et ensuite on voit ensemble pour faire les plans, les montages, comment on tourne. Comment on arrive à agencer le tout pour que ce soit le plus professionnel possible et que les informations soient claires, encore une fois, accessibles. Et voilà, l'idée, c'est de donner à nos abonnés des informations que parfois on ne trouve pas sur Internet ou pas encore, ou difficilement en français.
Donc voilà, c'est l'objectif d'Instagram. Ouais, l'accessibilité en premier, quoi. C'est ça. Sans trahir de secret, quels sont aujourd'hui les produits qui se vendent le mieux? Est-ce que c'est toujours le Pi tout nu de base ou les kits complets prennent-ils le dessus comme les kits Pi 5 avec des quantités de RAM différentes malgré la situation qu'on connaît aujourd'hui avec les RAM et compagnie? Alors je dirais qu'il y a deux comportements d'achat différents. On a un premier comportement où on est sur des configurations sur mesure, où typiquement les personnes vont vouloir plutôt un Pi 5 en 8 ou 16 Go de RAM et qui vont le combiner avec des modules, des cartes d'extension. Donc, ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est tous les modules SSD NVMe ou d'intelligence artificielle avec les modules ILO. Donc les personnes vont faire leur propre configuration et face à ça, on a des clients qui ont des projets standards, si je puis dire, avec de la domotique, du rétro gaming. Donc on est plus sur du Pi 5 en 2 ou 4 Go. Et donc là, le kit Pi 5 avec tous les accessoires essentiels et vraiment l'option la plus privilégiée. Alors justement, là, vous parlez du fait on parlait justement du fait qu'il y avait un problème avec l'augmentation de la RAM à cause de l'IA qui a pris énormément de RAM en ce moment. Comment vous faites avec Cubi et notamment avec Raspberry Pi pour justement régler ce problème qu'il y a eu en fait justement avec la vente? Vous avez dû augmenter les prix en fait. Comment vous avez pu gérer ça en fait? Oui, alors nous, en tant que distributeur officiel, on a des grilles en fait, tarifaires imposées par Raspberry Pi directement. D'accord. Donc suite à l'augmentation de la RAM qu'on a eue au 1er février, on a eu tout un document avec les références concernées. D'accord. Donc on a dû augmenter les prix comme tous les autres vendeurs partout dans le monde. Et voilà, c'est une situation qui est un peu tendue au niveau des stocks, parce que ça se fait de plus en plus rare. Donc nous, en interne, on bataille un peu pour en avoir le plus possible, mais c'est le cas de C'est le cas de tout le monde, du coup, ouais. Ça, c'est la galère de tout le monde. En ce moment, c'est un peu l'enfer, ouais. Donc c'est ça, mais on aimerait que la situation redevienne au plus vite à la normale. Enfin, il faut savoir que c'est pas que Cubic qui augmente ses prix, Oui. c'est pas on augmente. Mais c'est l'industrie globalement, c'est clair. C'est une tendance générale, mais la fondation impose une grille quand même C'est ça. pour éviter les excès, ce genre de choses, j'imagine. Ce qui est au final pas plus mal parce qu'au moins ils ont une responsabilité on est conscient qu'il y a une augmentation. On a un réel tarif de vente et c'est pas la foire aux enchères. Ouais. Voilà, quitte à augmenter, on augmente Clairement. mais à un certain tarif, mais pas plus. Quoi. Parce que Au moins, il y a certaines puces Raspberry qui sont fabriquées par d'autres géants en fait de puces de RAM. Et donc vu que le producteur produit à un certain tarif, Raspberry achète à un certain tarif. En fait, il y a toute une chaîne de distribution comme ça. Et nous, on est un peu en bout de chaîne. Dernier maillon de la chaîne, ouais, c'est clair. C'est ça, même s'il y a le consommateur qui est encore derrière nous. Mais il y a un circuit tarifaire qui est cadré au maximum quand même. C'est bien. Oui, j'essaie Ça va avec le d'engorger budget le truc, de la fondation, ouais. On reste aligné avec les valeurs. Exactement, ouais. Pour se démarquer des géants, comment avez-vous construit une identité visuelle assez singulière pour sortir du lot face aux mastodontes de l'e-commerce, tout en restant crédible face aux pros? Parce que c'est pas le même genre de communication quand on adapte et qu'on doit gérer et la partie complètement pro et aussi le retail en B2C, quoi. Bien sûr. Du coup, vu que ça fait quelques années que je travaille chez Cubi, au fil des mois et des années, on a réussi à travailler sur une identité visuelle assez friendly. C'est ce qu'on veut, qui soit abordable, accessible pour tout le monde. On essaie surtout de ne pas tomber justement dans le cliché ultra épuré, un peu aseptisé des grandes marques, des grands distributeurs. Oui, qui n'a pas de personnalité du coup, quoi. C'est quoi? C'est le style flat, comme on dit. Ouais, flat épuré, même plus que flat, ouais. Vraiment épuré, fond blanc, juste le produit dessus, Ouais. un bout de texte. Voilà, on essaie vraiment nous, de se démarquer par rapport à ça. Heureusement, on a un logo rose. Ouais, ça nous aide beaucoup. Oui, c'est ça. Le stand est très coloré, hein. On essaiera de mettre des images dans l'article. C'est vrai qu'on le remarque tout de suite. C'est pas commun, surtout dans notre secteur. On est plus sur. C'est clair, ouais. Du rouge, voilà. Oui, des trucs beaucoup plus conventionnels ou hyper épurés, ouais. Ou un côté plus néon. Là, le rose, ça a un côté très démarquant, oui, en Ouais, effet. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une campagne ou un projet dont vous êtes particulièrement fier côté visuel? Donc, pour citer un gros projet dont on est plutôt fier et qui n'est pas encore sorti actuellement, c'est le nouveau site internet Oh, l'exclu! Oh, à vous Génial. aussi. Incroyable. sur lequel on est depuis plus de 9 mois maintenant avec l'équipe. Et c'est vrai que notre site actuel, il n'est pas optimisé forcément très bien sur PC et sur mobile, c'est juste pas possible, quoi.
Alors, à titre personnel, pour y être déjà allé, je n'ai pas trouvé que c'était spécialement non optimisé. Je trouvais ça plutôt fonctionnel, au contraire. Sur PC, c'est les catégories qui sont un petit peu intriquées les unes dans les autres. Mais la navigation reste fluide. Mais... En tout cas, on travaille dessus depuis longtemps, donc on espère vraiment le sortir très prochainement. On a hâte de voir ça. Et sinon, notre site, notre compte Instagram, où on donne vraiment une nouvelle dimension à l'entreprise, tout ce qui est côté vidéo, en fait, interactif. C'est vraiment hyper intéressant pour nous de travailler avec Instagram. On choisit les produits, on choisit les nouveautés, on choisit les produits s'ils sont connus ou pas en France pour les montrer au grand public. Donc c'est intéressant. Ça fait le lien avec la prochaine question qui est la diversification et la curation des produits. Donc côté gaming ou même Lego, je vois qu'il y a du Ambernic, du Ibido, comment ça se passe en termes de curation ? Vous sondez le marché à la recherche de tendances, vous vous basez sur des retours influenceurs ou des partenariats de longue date qui évoluent. On avait parlé rapidement off de l'intégration de la Retroid Pocket 5 qui s'est fait hyper rapidement. Alors concernant l'intégration produit, moi je fais une veille sur tout ce qui est réseaux sociaux, blog. Je sonde un peu ce qui sort comme niveau produit. Je suis aussi en contact avec de nombreux partenaires experts dans certaines niches, dont toi pour le rétro gaming. Et c'est assez intéressant d'avoir des experts à nos côtés qui puissent nous conseiller sur des références qu'ils ont déjà testées. Ça nous permet de ne pas avoir à demander un échantillon au fournisseur. T'évites la phase de test. Ouais, c'est ça, totalement. Ou même tu peux avoir de l'anticipation sur certains produits que vous envisagez de mettre au catalogue. Ou même, par exemple, sans trahir de secret, moi je t'ai déjà dit, je surveille ça parce que je pense que ça va être très bien. Si QB est intéressé, peut-être jeter un œil dessus et voir pour se mettre en relation avec le constructeur. C'est hyper intéressant pour nous parce qu'on a plein de personas différents du coup au sein de QB. Et ensuite, on a notre acheteur, donc Onchao, qui reçoit les catalogues en fait, de nos fournisseurs actuels et qui me communique les dernières nouveautés, et puis on voit ensemble. Et sinon, il est envoyé très régulièrement dans des salons professionnels, donc partout en Europe et en Asie également. Et concrètement, comment ça se passe ? Chacun peut donner une idée de produit. On fait une réunion et puis on donne notre avis sur ce produit-là. Donc ça va passer par les fonctionnalités du produit, la pertinence. On va regarder les questions tarifaires, de coûts, de logistique. Une sorte de table ronde où chacun amène ses idées. C'est ça. Et puis on conclut à savoir est-ce qu'on doit intégrer ou non le produit. On fait très attention aussi à la documentation si on a en français et les avis présents. Et puis on prend la décision finale et l'acheteur fait son boulot derrière. Et puis dans les semaines qui arrivent, on reçoit le produit en stock et la mise en ligne suit. D'accord. Et dernière question pour ma part, mes collègues en auront peut-être, c'est l'engagement avec l'ESAT. Vous collaborez avec l'ESAT Didier Baron pour la partie supply chain. Est-ce que c'est une volonté de privilégier l'éthique sur la simple optimisation financière ? Oui, clairement, travailler avec l'ESAT, c'est un choix éthique et social. Donc il faut savoir qu'ils nous accompagnent depuis nos tout débuts. C'est une fierté de collaborer avec eux, même encore dans notre phase d'expansion aujourd'hui. Certains vont dire que travailler avec un ESAT, c'est moins cher que travailler avec une solution de logistique privée. Donc moi, ce que j'aimerais dire pour être employé, pour voir au quotidien tous les moyens, que ce soit matériel, humain et logiciel qui sont mis en place parce qu'on est QB et client de l'ESAT et Didier Baron. Mais on a injecté énormément d'investissements pour que toutes les contraintes en fait, physiques que rencontrent les ouvriers soient allégées. On a revu aussi toute la disposition de l'atelier avec des travaux pour que les endroits de kitting en fait, soient beaucoup plus accessibles. Moi, je t'avais déjà fait le retour en off, mais des personnes de ma communauté avec qui j'ai discuté suite à la vidéo où je parlais de ça en présentant QB, en disant que vous travaillez avec les apps, on dit j'ai annulé ma commande chez un grand distributeur pour prendre chez QB pour soutenir ce modèle-là et l'initiative. Ouais. Cette initiative, et moi j'avais dit c'est un sujet qui me touche particulièrement et je trouve ça vraiment très bien de mon côté, même si parfois le produit pourrait être un peu plus cher ou autre, je pense qu'il y a quand même une vraie action à dire, vu qu'ils soutiennent aussi les aides Didier Baron, à travers mon achat, je fais aussi une action vers ça. Ouais, c'est important l'inclusion. Puis on a... Si je peux me permettre de parler d'une association lyonnaise, c'est Autonapi.
Et donc Autonabis, c'est une asso qui œuvre pour l'autonomie en fait. Et il y a un projet phare au sein de cette asso, c'est Youssef qui le porte et justement il était passionné de jeux. Il a eu un accident. Et suite à cet accident, sa passion ne s'est pas envolée. Et en fait, son projet aujourd'hui, c'est de prototyper pour commercialiser en fait une manette de jeu à une seule jeu. Alors, je me permets, j'ai été contacté cette année pour qu'on fasse un podcast sur l'inclusivité dans le jeu vidéo. Et justement, on doit trouver un partenaire, une association partenaire. Donc, je vais sûrement le contacter suite à notre entrevue, puisque moi, je voulais partir sur l'accessibilité dans le jeu vidéo. Et ça a l'air, du coup, de correspondre parfaitement. Eh bien, totalement. Et c'est ce que je trouve génial, en fait, que le Raspberry Pi ou le monde des makers, en fait, permet cette inclusion sociale, l'entraide de la communauté. C'est un vrai levier d'inclusion. Est-ce que vous utilisez du matériel Raspberry dans vos vies perso? Mais enfin, évidemment que non. Alors, perso, chez moi, j'ai un Pi 5 combiné à des capteurs Sonoff. C'est toute la partie domotique. Ça marche. Très bon cas d'utilisation, ça. Franchement, c'était assez facile à mettre en place. Maintenant, avec toute la doc qu'on trouve sur YouTube. Oui, il y a largement de quoi faire, ouais. Mais c'est ça qui est cool en plus avec Raspberry, c'est qu'il y a tellement d'utilisation versatile en plus. C'est que oui. Nous, on est dans un point de vue rétro gaming et le Raspberry a eu beaucoup d'utilisation, notamment dans le gamme de l'émulation. Mais il y a la domotique, il y a le DIY également qui est la très robotique utilisé. et tout. La robotique, les usages sont sans fin. Ce qui est très bien, c'est vu la taille, la consommation énergétique et tout ça, en fait, c'est intégrable dans énormément de solutions. Ah, c'est ça qui est fantastique, c'est ça qui est très cool avec le projet Raspberry. C'est clair. Et même, on a vu un des boîtiers qui permet d'en faire un mini ordinateur. Ça peut complètement. Pour un petit NAS multimédia ou autre, c'est excellent. Ouais, et il y a vraiment des multiples utilisations avec le projet Raspberry. C'est ça que je trouve toujours fascinant en fait, avec ce projet. Ouais. Est-ce que vous avez une dernière question pour nos invités avant qu'on clôture, parce qu'il va y avoir un concert qui va débuter dans quelques secondes. Pokémon, youpi! Moi, pas de question, mais j'ai été client chez Cubi depuis, je sais pas, 8-10 ans, je pense. Et en fait, dès qu'on cherchait un Raspberry Pi, on tombait forcément sur vous. Et je voulais juste partager l'expérience que j'avais eue avec Cubi, qui est toujours impeccable. Le site est super cool, les commandes se passent très bien. Et clairement, c'est typiquement des acteurs français comme ça dont on a besoin pour de l'informatique. C'est vraiment une très bonne boîte que je vous recommande. Et d'être avec eux aujourd'hui, c'est un plaisir, bien sûr. Et donc moi, en tant que client de Cubi depuis 45 minutes avec une manette qui a été achetée, je veux bien dire que les produits sont très cool en effet. En tout cas, je vous remercie Marie et Olivia d'avoir été dispo pour nous. Avec plaisir. Un grand merci, oui. Vous êtes plus agréable que HKR et Pedro, sachez-le. On va peut-être penser à les remplacer, sachez-le. Ok, je vous remercie pour votre dispo et je vous dis à la prochaine. À très À la bientôt. prochaine et bon concert. Merci beaucoup. Alors du coup, de retour dans ce podcast un petit peu spécial à Orléans, je suis chez la boutique de Game World Cash and Trade. Je suis en compagnie de Alexis, du coup, un des propriétaires de la boutique, c'est bien ça? Exactement, c'est moi le responsable. Alors du coup, en fait, là on est dans le milieu de la convention à Orléans, et du coup, je voulais vous poser des questions sur votre boutique, qu'est-ce que vous vendez, et du coup, comment vous êtes arrivé en fait dans cette convention? Et alors en fait, j'ai commencé dans le domaine du jeu vidéo depuis mon plus jeune âge en fait. Et du coup, j'ai commencé notamment une collection de jeux vidéo il y a maintenant une petite douzaine d'années. Collection sur quelle console, si spécifique ou un petit peu de tout? Alors franchement, j'ai une collection qui s'est bien diversifiée avec le temps, mais je fais de tout. D'accord. Mais si je peux un petit peu préciser, je dirais que je suis actuellement en train de faire les full sets de la première Xbox et de la 360. Une personne de bon goût, j'adore la 360, il faut savoir, je collectionne du Kinect. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. Ah d'accord, ok, ouais, très particulier. Voilà. Il me regarde avec un regard de jugement, vous ne le voyez pas. Je plaisante. D'accord, donc Jugement. collectionneur d'abord, et ensuite vous êtes lancé dans une boutique, c'est bien ça? Exactement. En fait, du coup, ça fait maintenant quelques années, je dirais quasiment 8-10 ans, que j'ai ce projet-là en tête, en fait, d'ouvrir un magasin en physique. D'accord. Parce que mon métier à moi, c'est la vente. Et du coup, ma passion, c'est le jeu vidéo. Du coup, il a bien fallu trouver un petit moyen de combiner les deux. Et pour à la fois être également mon propre patron. Et du coup, c'est pourquoi j'ai décidé déjà de travailler dans le milieu. D'accord. J'ai travaillé dans toutes sortes de boutiques. J'ai travaillé en jeux vidéo à Carrefour, j'ai travaillé à Dynamite Games, j'ai travaillé à Playmo Games, j'ai travaillé à Easy Cash dans plusieurs magasins cash. Ouais. Et du coup, à la suite de ça, j'ai décidé d'avoir ma propre expérience à moi.
d'avoir mon propre magasin dans ma ville, c'est-à-dire Orléans. Ouais. Et du coup, c'est pourquoi j'ai ouvert mon Game World Cash and Trade. Beaucoup d'expérience dans le milieu du jeu vidéo, dans les magasins de jeux vidéo. Qu'est-ce que vous vendez globalement à Game World en termes de jeux? Alors, je vends tout ce qui est jeux vidéo, consoles, des années, on va dire 80 jusqu'à aujourd'hui. Je fais même du neuf. Ok. Du coup, de l'occasion et un petit peu de neuf aussi. Je vends tout ce qui est cartes, notamment Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball, Magic, One Piece entre autres. Ok. Je vends tout ce qui est figurines, bon, un petit peu de pop, mais c'est surtout de la figurine classique de manga, un petit peu de figurines de jeux vidéo aussi. Mais je vends aussi tout ce qui est manga. Voilà, principalement ce que je propose à la boutique, tout ce qui est produits culturels en général. Donc globalement un petit peu tout, on va dire, dans termes de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a une différence en tant que vendeur, en tant que vendre de l'occasion du neuf? Parce que moi, du coup, je suis vraiment un acheteur, un collectionneur, on va dire. Donc je vois pas forcément la différence entre acheter neuf ou d'occasion en termes de coût. Est-ce que pour vous, ça fait vraiment une différence dans ce que vous vendez, en fait? Bah, en fait, moi je me suis rendu compte qu'il y a énormément de gens qui ont, on va dire, leurs convictions et qui ne supportent pas les produits d'occasion, qui veulent absolument des produits de première main. Et c'est pourquoi en fait que j'essaie de répondre déjà à toutes les demandes, et puis aussi que quand un jeu il sort, à la sortie, il sera forcément en neuf. On va pas le trouver directement en occasion. D'accord. Juste une petite question. Alors, moi, je suis de région parisienne, je préfère préciser, parce que je ne suis pas du tout du coin d'Orléans. Au niveau du marché, on va dire, du rétro gaming à Orléans, est-ce que vous pouvez faire un rapide résumé de comment il est, s'il se porte bien, s'il y a de l'affluence, et s'il y a une compétition plutôt saine au niveau de Orléans et de ses alentours? Eh ben, je dirais que le rétro gaming se porte plutôt bien. En particulier certaines consoles où je suis plutôt surpris, genre la première PlayStation. En l'occurrence, à ma boutique, le rétro gaming, ce qui se vend le plus, c'est la première PlayStation. Beaucoup plus que la Super Nintendo, la Nintendo 64, la NES ou la Mega Drive. C'est vraiment cette console-là qui est le cœur de mes clients qui consomment du rétro. Alors, je vais peut-être prendre une photo après pour illustrer pour les auditeurs de New Game Plus. Mais en effet, il y a beaucoup de jeux PlayStation de très bonne qualité en plus, parce que c'est très courant d'avoir des boîtiers qui sont très usés sur la PlayStation. Moi personnellement, je collectionne pas la PlayStation, très peu de jeux, mais moi je suis plus sur les générations après. Mais c'est vrai que là, on est sur des jeux PlayStation de très bonne qualité en effet. Exactement. Et puis surtout, il faut dire que moi j'ai ouvert il y a 4 mois ma boutique. Et à la boutique, pour donner une petite ordre d'idée, j'avais aucun jeu PlayStation, enfin quasiment j'avais genre une dizaine de titres. Et au final, du coup, je rachète des collections quasiment toutes les semaines, en l'occurrence de première PlayStation. Et en gros, pour donner un ordre d'idée, j'avais racheté une fois une soixantaine de titres en première PlayStation. La semaine d'après, il m'en restait 14. Ah oui, donc ça se vend très bien. Il y a vraiment un engouement. Il y a vraiment un engouement pour la PlayStation, en tout cas pour votre boutique. Absolument incroyable. Et d'ailleurs, j'arrive quand même à constituer une énorme vitrine PlayStation parce qu'on m'en ramène. Et du coup, visiblement, j'ai les meilleures prises reprises de la région, du coup, ça aide. Sinon, au niveau des autres supports qui fonctionnent bien, mis à part la PlayStation, ce serait plutôt quoi? Alors, ce qui fonctionne très bien à la boutique, c'est aussi le PlayStation 2, le PlayStation 3, le Xbox 360. Ah la Xbox 360, c'est imbattable au niveau des prix. C'est clair. Oui, il y a de quoi se faire vraiment, vraiment plaisir de se commencer un set et d'avoir énormément de jeux, en tout cas dans ma boutique, à moins de 5 €. Ah oui, je peux confirmer, j'ai acheté quelques jeux dans votre boutique. J'ai notamment trouvé un SSX, la version 360, qui était à 4 €. 3,90 ouais. Voilà, complet. Je résume la virgule du haut, mais très clairement, c'est un excellent prix. Et même certains jeux, notamment de la GameCube, qui sont pas forcément les jeux les plus facilement trouvables à des prix abordables. Là, c'était le Crash Bandicoot, la revanche de Cortex sur la GameCube. Exactement, complet en état comme neuf. Ouais, qui était à 25 €, ce qui est un prix tout à fait correct pour un jeu GameCube complet et surtout qui est pas très commun pour ce jeu-là. J'essaie aussi du coup dans ma boutique d'apporter une différence parce que on va pas se mentir que le milieu du jeu vidéo c'est un milieu assez compliqué, en tout cas pour les boutiques en physique, parce qu'il faut savoir que les boutiques de jeux vidéo en l'occurrence à travers la France ferment les unes après les autres
Oui, alors je permets parce qu'on sait qu'à Paris, malheureusement, dans une quartier qui est assez populaire, qui est République, une des grosses boutiques principales de ce quartier-là a fermé malheureusement. Ah, dont Retro Gameplay récemment. Retro Gameplay, exactement. J'allais régulièrement en plus, donc ça m'a fait un petit peu mal au cœur de voir ça. Donc malheureusement, on va dire qu'il y a des difficultés dans les boutiques et voir qu'une boutique qui a 4 mois, c'est bien ça? Oui. Donc qui est vraiment neuve, qui est vraiment nouvelle, voir qu'elle est déjà invitée dans une convention, même si je suis un peu newbie dans cette convention-là, qu'on soit d'accord, dans Orléans, voir qu'il y a pas mal de titres, pas mal de qualités, pas mal de jeux vraiment abordables, franchement, ça fait plaisir. C'est ça. Et du coup, pour revenir juste brièvement sur ce que je disais un tout petit peu plus tôt, moi du coup, ma différence à moi, j'ai essayé du coup d'avoir ma boutique de jeux vidéo, celle que j'aurais rêvé d'avoir en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que du coup, j'essaie de faire en sorte à la fois que mes reprises soient beaucoup plus attractives que les magasins concurrents, notamment les magasins cash pour ne pas les citer. Et à la fois que mes prix de revente soient très cohérents et on va dire hyper abordables. Parce qu'on doit pouvoir quand même commencer une collection de jeux vidéo en 2025. Enfin, moi-même, je suis collectionneur. Donc, il est hors de question de participer, en tout cas pour moi, au marché de la spéculation. Ouais. Et donc, c'est pourquoi j'essaie de pratiquer au maximum des prix hyper attractifs, hyper abordables, même sur des belles pièces comme des jeux GameCube qui commencent à devenir un peu compliqués, ou des jeux de Game Boy ou ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dès que j'ai une belle pièce, par exemple, j'ai rentré 2 fois en 4 mois le Silent Hill 1 sur la première PlayStation, où j'ai rentré un Hunting Ground. À chaque fois, ils n'ont pas passé la journée. Ça ne m'étonne pas. C'était quoi la plus belle pièce que vous avez eue sur les 4 mois de la boutique pour l'instant? Eh ben, honnêtement, je pense que c'est celle-ci. Hein. Les deux Silent Hill sur la première PlayStation et le Hunting Ground. Après, je réfléchis. J'ai aussi un Pokémon Box sur GameCube. Ah oui, lui, il est très coté sur Pokémon Box que Pokémon Box. Pas avec la version avec Colosseum, on soit d'accord. Oui, alors celui-là, je l'avais. Et là, actuellement, à Comet, j'ai la version avec Colosseum. D'accord. Colosseum et Box. Et également, en belle pièce, j'ai Pokémon Or sur Game Boy Color, en boîte. Ouais, je le vois. Et Pokémon Or Air Gold, en boîte, en carton aussi. Le Air Gold avec le Pokéball Cœur. Oui. Donc, pour un petit peu illustrer, je vais prendre des photos juste après. Mais en effet, il y a pas mal de belles pièces. Je vois également que vous vendez pas mal de figurines et du coup de cartes Pokémon. Ça fait partie on va dire, de quelque chose de nécessaire pour une boutique de jeux vidéo aujourd'hui, de vendre ces produits-là? Alors, je dirais que c'est... Franchement, la boutique, elle marchait déjà très bien, même s'il n'y avait pas ces rayons-là, mais franchement, c'est un excellent complément. D'accord. Donc oui, c'est pas, je dirais que c'est pas non plus vital, en tout cas pour ma boutique. Je pense que ça l'est pour beaucoup d'autres, par contre. Mais du coup, c'est pour ça que j'essaie vraiment de faire en sorte de me diversifier un maximum. Notamment, là, j'ai quelques petits produits dérivés, notamment des petites figurines Pokémon. Oui, je vois également. Magnifique. Je vois également des mugs Dragon Ball également, donc un petit peu du produit dérivé dans l'univers de jeux vidéo et manga. Exactement, j'ai même pas mal de petites figurines ou de peluches Kirby. Ça, c'est le genre de choses qui intéresse pas mal les gens en général. Ça fait un petit produit d'appel. Exactement. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir accordé cette petite interview pour New Game Plus, et on se retrouve avec les autres membres de New Game Plus. Et nous revoilà à Orléans. Là, il y a Brad et Pascal qui sont revenus à côté de moi. Vous pouvez dire bonjour. Et bonsoir. Il est en train de bouffer des bonbons Haribo. Et voilà, des bonbons Haribo qui piquent. Et il y a Pascal à côté. Bonsoir, salut. Et on est sur un nouveau stand de cette convention Orléans que je sais jamais dire parce que je suis une merde. Expo Orléans, je crois. Gaming Expo Orléans. Alors, faut que tu parles dans le micro. Gaming Expo Orléans. Exactement. Je sais jamais me souvenir des noms. Et nous sommes en compagnie de... Steven qui gère la boutique, je ne sais jamais retenir les noms, faut pas que je me gourre, de Game Geek et Rétro. C'est ça, totalement. Alors, Pascal, est-ce que tu veux poser les questions? Moi je vais poser les questions. Alors est-ce que tu peux te présenter déjà, s'il te plaît? Du coup, je suis Steven, moi j'ai 36 ans. Je suis dans le gaming depuis que j'ai 5 ans. J'ai commencé avec la toute première Master System. Donc voilà, c'est ma passion avant tout. Et j'en ai fait mon... Calme-toi Pascal, il a le droit d'aimer la Master System, je sais que t'aimes la NES. Ça suffit. Donc tu es passionné de longue date au point que apparemment ton activité c'est de vendre du jeu. Est-ce que c'est ton activité principale? C'est mon activité principale aujourd'hui depuis août 2024.
D'accord, donc on est sur presque 2 ans d'existence de la boutique. Je vous cache pas que avant qu'on voit la boutique, nous on est venu en tant que commerçant, que client incognito, qu'on a tous les 3 acheté des jeux parce qu'on a trouvé les prix très bons et les états sont bons aussi. Quel est ton secret pour garder des prix comme ça? Alors pour garder des prix comme ça, alors principalement, la majorité du stock encore présent sur le stand fait partie de ma collection initiale depuis que j'ai 5 ans. Donc pour l'instant, c'est pas encore issu de rachats que j'ai fait, même s'il y en a que j'ai fait. Après, en termes de prix, je suis forcément à la cote actuelle. Je vais pas essayer d'être plus cher parce qu'on est sur une convention ou quoi que ce soit. Je vends également sur mon site internet gamegeekretro.fr. Du coup, je suis obligé d'être au prix aligné qu'on trouve un petit peu partout dans les états. Sinon, je ne vendrai pas. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as une affection particulière pour les conventions ou finalement c'est pareil que de vendre sur internet? Parce que j'ai l'impression qu'on croise quand même vachement plus de profils sympas ou de gens plus passionnés ici. Alors oui, sur convention, déjà on a la possibilité de discuter avec les gens. On n'a pas juste une commande qui tombe sans aucun mot, sans rien à expédier, où on ne sait pas ce que recherchait le client, s'il avait des demandes particulières ou quoi que ce soit. Donc oui, les conventions sont vraiment top. Ouais, c'est plus organique. Et est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir des gens qui disent je cherche ce genre de jeu, est-ce que tu peux m'aiguiller? Moi personnellement, je vois que tu as énormément de jeux GBA en très bel état. Moi si je viens, je sais ce que je veux, mais tu dois avoir des gens qui savent pas spécialement ce qu'ils veulent ou c'est vraiment des gens qui viennent avec quelque chose en tête ou qui craquent sur un prix? Alors la majorité des gens viennent chercher des jeux précis ou alors des fois des petits coups de cœur qui leur rappellent leur jeunesse. Les gens qui vont nous demander des conseils principalement sont des adultes qui vont demander conseils pour leurs enfants. Principalement sur de la DS et de la Switch. D'accord. Voilà. Oui, alors je vois que le nom c'est Game Geek and Retro, Voilà. mais il y a aussi de l'actuel. Je vois qu'il y a des jeux PS4, bon ça commence à être un peu rétro, mais il y a de la Switch, console qui marche bien auprès des rétro gamers parce qu'il y a quand même beaucoup de portages et de remasters, donc c'est une console qui traverse le temps. Je vois que tu as aussi pas mal de produits dérivés sur le stand. Est-ce que ça marche mieux que les jeux? Alors, ça dépend totalement des conventions. Il y a des conventions où le jeu vidéo va très peu marcher et où je vais vendre énormément de figurines. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai à la Gaming Expo Orléans, j'ai pour l'instant pas vendu un seul produit dérivé, j'ai vendu presque que des jeux. En même temps, il y a des jeux ultra sympas. Il y a aussi des produits dérivés sympas. Je vois qu'il y a un petit peu de TCG, il y a du Lorcana, du Pokémon, mais j'ai l'impression que c'est obligatoire. Je vois même qu'il y a du Magic Final Fantasy, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu obligatoire pour suivre la tendance et pas être en retard par rapport à la concurrence. C'est totalement ça. En fait, au début, j'ai commencé qu'avec du jeu vidéo. Sauf qu'effectivement, sur des salons où le jeu vidéo ne va pas fonctionner, je suis obligé de me diversifier sur des produits dérivés. Donc sur du produit neuf qui va être de la figurine, des goodies, tout ça qui sont toujours liés au monde du jeu vidéo, voire un petit peu de l'univers geek comme du Alien, tout ça qui est un peu plus film que jeu, même s'il y a des jeux. Pop culture. Voilà. Mais voilà, donc je me diversifie un petit peu dans les figurines, le TCG, tout ça pour suivre un petit peu et m'agrandir également au fur et à mesure. Du coup, là, on t'a retrouvé à Orléans, mais tu es situé géographiquement dans le coin ou tu te balades de convention en convention? Alors non, moi je suis situé vers Auxerre, à 20 minutes d'Auxerre, donc voilà, je suis à 2 heures de route. Principalement, je me déplace sur des conventions qui sont à 2 heures de chez moi. La plus loin que je vais faire et la plus risquée pour moi que je vais faire, c'est que cette année, on m'a demandé la foire internationale de Rouen, qui fait du coup la foire internationale cette année sur les années 80-90 et qui voulait un stand rétro gaming. Donc je serai le seul sur la foire. Ils attendent 100 000 visiteurs. C'est un risque. Parce que ça peut être risqué justement parce que c'est pas quelque chose qui est dédié à la culture geek et aux culture gaming, c'est vraiment la culture générale. Donc avoir un centre vraiment dédié aux jeux vidéo des années 80-90, c'est vrai que ça peut être risqué dans ce genre de contexte, oui. C'est effectivement un pari très risqué. On a mis 3 semaines presque à se décider de savoir si on le faisait ou pas, parce que les stands sur les foires sont vraiment excessivement chers. Hein. On est 5 fois le prix d'ici. Hein. Ah ouais. Ah oui. On te demande de venir, mais on t'invite pas. On te dit, est-ce que vous voulez prendre un stand en fait? On t'invite à prendre un stand. Il y a toute une nuance. Voilà, on m'invite à prendre un stand. Alors effectivement, comme c'est quelque chose qu'ils font qu'une année, j'ai quand même eu 30% de réduction sur le prix du stand. Après, je serai effectivement le seul à faire ma catégorie de produits, j'aurai aucune concurrence. Ça c'est très bien. Donc on prie pour que ça fonctionne à fond. Bah, c'est ce que je te souhaite aussi. Ouais, on vous souhaite bon courage, oui. Bon, merci pour ta disponibilité. Je ne sais pas si mes collègues ont des questions. Ouais, j'ai pas de question. Et si tu veux poser une question après. Moi, c'est au niveau de des jeux que vous vendez. C'est quoi votre pièce la plus convoitée ou celle qui a eu la plus de valeur que vous avez vendue?
Je sais pas si la question fait un certain sens. Alors, des jeux de valeur, je les ai pas ici parce que ma vitrine prend énormément de place. Ouais. Le jeu, pour l'instant, que j'ai, qui est une très belle pépite, c'est un Jurassic Park sur Super Nintendo sous blister. Ok, pas mal. Vous avez une boutique ou vous vendez uniquement sur Internet? Non, uniquement sur Internet, j'ai pas de boutique physique. J'ai voulu en avoir dans ma région, mais c'est très compliqué parce que pour mon stock et le prix des jeux que j'ai, on m'oblige des rideaux métalliques. Oui. Et des rideaux métalliques sur une boutique, c'est très compliqué à avoir ou très cher à poser. D'accord, donc c'est juste pour information et on mettra de toute façon le lien de la boutique dans la description. Et une dernière petite question, sur toutes les consoles rétro que tu as en stock, c'est laquelle que les clients recherchent le plus? Qu'est-ce qui est le plus demandé en termes de jeux, en termes de consoles? Toi, la hype, tu la vois un petit peu sur quel type de console et de jeu? Alors, en termes de jeu, on me demande beaucoup de GameCube. C'est une console qui marche vraiment bien. En termes de console, par contre, qu'on m'achète, c'est énormément de DS et de 3DS. Logique. Voilà. C'est vraiment les deux consoles en termes de jeu. La GameCube, c'est vraiment le top du top. Les gens achètent des jeux, vraiment, j'ai très peu de stock du coup dessus. Ouais. Et pour le coup, en console, c'est vraiment la DS et la 3DS qui sont vraiment des consoles phares où j'en vends systématiquement. Super. Donc c'était la dernière question de Brad, mais moi j'en avais une autre. Puisque on parle de la vente, mais je vois sur ta carte de visite que tu fais aussi de l'achat. Comment ça se passe? C'est des gens qui viennent te dire écoute, j'arrête le jeu vidéo, je te propose toute ma collection, combien est-ce que tu m'en donnes? Ou est-ce que ça va être du rachat au coup par coup via ton site? Alors ça va totalement dépendre. Par exemple, tous les jeux Game Boy en boîte que j'ai principalement sont issus de l'achat d'une collection. Alors je les ai certes payés au prix fort, c'est des jeux sur lesquels je fais presque aucune marge. Mais du coup, c'est un produit qui fait d'appel parce que c'est des jeux qu'on voit clairement pas tous les jours. C'est de la pièce qui génère de la visite, oui. Voilà, c'est ça. Et donc de la vente additionnelle, j'imagine aussi. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, même si on me l'achète, je perds pas d'argent dessus. J'en génère pas forcément, mais voilà, c'est des jeux qu'on voit pas forcément tous les jours, surtout dans cet état-là. Ouais. Donc voilà. Après, effectivement, il y a des gens qui vont me proposer des fois 3 jeux PS2 qu'ils ont retrouvés comme ça, et il y a des gens des fois qui vont me proposer une collection complète. Alors j'ai pas un fonds d'investissement énorme, donc je peux pas à l'heure actuelle acheter une collection à 15 000 €, je pourrais pas. La dernière Pour l'année prochaine. Voilà, la dernière collection des jeux Game Boy Advance que j'ai là, j'ai dépensé 8 500 €. D'accord. C'est un gros risque et il faut après le tanker en attendant. C'est ça. Ouais, du coup, pour un full set de jeux Xbox 360 Kinect, vous proposez combien? 2,50 €. C'est accepté, c'est vendu. Je serre la main. Merci beaucoup. Bah écoute, merci pour ta dispo, c'était très sympa. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est tout bon. Non. Bah si t'as un mot pour les auditeurs du coup. Et du coup, merci à vous et très bon podcast. Merci et vous pourrez donc le retrouver sur gamegeekretro.fr. Allez, on se retrouve à la prochaine interview. Alors là, on va un petit peu aborder du Mario Kart. On est avec Ellie de Team World Friend. Du coup, je te demanderai de te présenter, de nous parler un petit peu de votre projet. Avec grand plaisir, merci à vous de m'interviewer. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Ellie, donc c'est mon prénom pseudo, et je fais partie de la Team World Friend, qui est une équipe compétitive qui évolue sur Mario Kart depuis... la team a plus de 14 ans aujourd'hui, donc on a évolué sur les différents Mario Kart ces 14 dernières années. Aujourd'hui, on est présent compétitivement donc en ligne sur Mario Kart World, qui est du coup le nouveau Mario Kart sorti sur la Nintendo Switch 2. Et concrètement, la team a plusieurs casquettes aujourd'hui, puisque en plus de s'être développé en ligne avec nos joueurs compétitifs, où on évolue sur les compétitions en ligne, on a aussi dorénavant de nouvelles casquettes. On a commencé à se faire connaître sur les réseaux sociaux et sur nos streams, notamment via des collaborations avec des gros streamers, notamment voilà, Ponce Fleur, Jiraya et Ultia et autres. Et on a commencé vraiment à se faire connaître. On s'est pas mal développé sur YouTube, on s'est pas mal développé sur Twitch. Et donc du coup, aujourd'hui, on est partenaire de Nintendo pour des prestations. Ils nous prêtent du matériel. On n'est pas partenaires commerciaux, mais ils nous prêtent du matériel pour des événements. Et on propose des prestations de services pour l'organisation d'événements Mario Kart ou de tournois. D'accord. Ouais, du coup, vous faites ambassadeur justement sur la partie Mario Kart pour mettre en avant Nintendo du coup.
Exactement, en fait, moi pour ma part, et c'est le cas aussi de bon nombre de joueurs avec moi, on est fan de Nintendo depuis très longtemps. Moi à titre personnel, et je collectionne le Nintendo et j'apprécie vraiment Mario Kart, c'est aussi c'est un jeu de mon enfance. Et du coup, oui effectivement, on se montre aussi vraiment ambassadeur. Déjà en remerciement du prêt que Nintendo nous fait, mais aussi parce qu'on a vraiment créé une relation de confiance avec Nintendo aujourd'hui. Ça date pas d'hier. Et donc du coup, de cet amour pour le jeu, pour la marque et pour les services qu'ils nous rendent, forcément on est ambassadeur. Alors tu dis que l'association a démarré en 2014, donc je suppose que c'était sur Mario Kart Wii à cette époque-là. Ensuite vous avez enchaîné sur Mario Kart 8 et 8 Deluxe. Comment tu as vu l'évolution de la scène compétitive sur Mario Kart ? Alors c'est une très bonne question, à savoir que moi je ne suis pas depuis 14 ans dans l'équipe. Pour ma part ça fait 7 ans que je suis membre de l'équipe. Donc moi j'ai rejoint l'équipe qui a pas toujours été une association. On n'a pas eu de... Voilà, ça n'a pas été... Voilà, c'était un groupe d'amis simplement sans création d'assaut ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une évolution, même si moi je suis arrivé que sur le dernier jeu, mais au tout début. Moi pour ma part j'ai rejoint le jeu fin 2017 et l'équipe au Team World Friend toute fin 2018. Okay. Et donc, oui, on se rend compte qu'il y a une évolution de la communauté et une évolution qui est aussi due à nous parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que vraiment avec notre influence, avec tous nos viewers et toutes les personnes qui ont appris qu'il y avait une communauté compétitive de Mario Kart, il y en a beaucoup qui sont venus par nous. Et au niveau de l'évolution, il y a pas mal de choses. Outre les évolutions techniques du jeu, puisque forcément on a changé de titre, il y a pas mal de choses. Notamment sur les compétitions, etc. On propose des nouveaux modes compétitifs. Il y a un système de ranked. Pour ma part, je ne sais pas s'il a toujours existé sur les précédents jeux. Mais voilà, il y a plus que depuis le 8, je crois. Ouais, mais il y a aussi sur Mario Kart Wii. Sur Mario Kart Wii, il y a aussi un launch, mais je ne sais pas s'il a existé avant ou quoi. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on avance dans le temps, plus compétitivement on a de possibilités sur le jeu, que ce soit de faire du ranked, de faire des compétitions. On a même vu que sur Mario Kart World, il y avait de nouveaux modes tels que le mode survie. Et du coup, aujourd'hui, on a des compétitions en mode survie qui apparaissent. Donc, il y a vraiment cet élan de possibilités qui se crée et beaucoup de nouvelles équipes, du coup, parce que y a pas mal de joueurs là, qui rejoignent la communauté, beaucoup de nouveaux entrants. Ok, après, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'évolution de la scène compétitive, notamment avec les nouveaux supports? Est-ce que les compétitions, c'est que du local, du online, un peu des deux? Comment ça se passe au niveau de ton organisation? Alors, je vais répondre à la fois pour ce que nous on propose pour de la Team World Friend, mais aussi pour ce qui se fait de manière compétitive sur le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière compétitive sur le jeu, les compétitions sont vraiment en ligne, purement en ligne. Ce qui, ces dernières années, c'est plus autant le cas aujourd'hui, mais ce qui était vraiment une grosse occasion pour nous de se retrouver ces dernières années, je dirais il y a plus de 2 ans, c'était Japan Expo Paris Games Week parce que c'est les deux seuls, à ma connaissance, les deux seuls gros événements où Nintendo est présent. Et du coup, Nintendo propose des tournois sur place. Donc du coup, c'était le moment de nous retrouver et aussi de pouvoir un peu voir qui était le meilleur. C'est pour ça qu'on dit, on parle de LAN. Nous, c'est des LAN, vraiment, ces événements-là. Donc du coup ça c'était un peu ce qui se faisait à l'ancienne. À l'ancienne, même sur Mario Kart 7, il y avait déjà des tournois Mario Kart 7 sur la Paris Games Week il y a vraiment longtemps. Et aujourd'hui, nous du coup, avec la Team World Friend, on propose des prestations qui permettent à des collectivités ou à des entreprises, mais là dans le cas où je vais vous répondre, c'est plutôt des collectivités, ça s'applique plutôt à des collectivités, de proposer des tournois plus ou moins grands. On est capable, nous aujourd'hui, la Team World Friend, de proposer des tournois en mode LAN jusqu'à 24 joueurs en simultané. On a vraiment fait des choses vraiment importantes qui fonctionnaient bien parce que même si nous, on est purement connaisseurs de Mario Kart, nos spécialités, c'est pas les connectiques et l'électricité ou quoi, mais on a bien vu en octobre dernier, lors du World Friend Rumble 2, qu'on était capable en simultané de faire jouer bon nombre de personnes en même temps. Alors justement, vous dites que vous êtes spécialisé Mario Kart. Du coup, est-ce que vous avez également d'autres jeux sur Nintendo auxquels vous jouez et que vous proposez dans votre association? Alors nous, on a fait un choix clair. On est 100% Mario Kart. C'est-à-dire que... Pas de jaloux comme ça. Pas de jaloux, mais c'est surtout parce que... ça évite de diluer aussi. Ça évite de diluer, mais si je dois vous répondre très honnêtement, je suis tout à fait capable, moi aujourd'hui, de préparer des tournois sur d'autres jeux. Parce que j'ai une connaissance quand même significative du jeu, ou même proposer des prestations de rétro gaming parce que je suis collectionneur Nintendo et c'est des consoles que je connais sans forcément les connaître dans les moindres détails. Je suis largement capable aujourd'hui de proposer une prestation dessus, mais en fait, juste c'est pas ce qui nous a rassemblés en fait. Le rétro gaming, c'est vraiment Mario Kart et
on a évolué que sur ce jeu, on se connaît sur ce jeu, et vraiment sur ce jeu, ou plutôt cette marque, on peut vraiment dire qu'on est spécialiste parce que on a joué tellement d'heures, on a tellement poncé le jeu qu'on connaît toutes les facettes du jeu, et on a décidé vraiment de rester là-dessus parce que ça serait se mentir à nous-mêmes en fait de proposer des prestations sur d'autres jeux. Ouais, je vois. Donc vous connaissez son opinion sur Kirby Air Ride. Pardon. Du coup, non, vous ne nous retrouverez pas sur Kirby Air Ride ou Kokoto Racing, malheureusement, ou Hello Kitty Racing aussi qui existe, hein. Ou Garfield Racing aussi. Non, on n'est pas présent sur ces jeux-là parce que c'est des jeux auxquels on joue pas et sur lesquels on n'a pas de connaissances. D'accord. Alors moi j'avais une question avant qu'on commence à conclure. Est-ce que vous proposez des initiations aussi au jeu, ou c'est que pour des gens qui veulent s'inscrire en tant que cador, je suis un joueur Mario Kart depuis X années, je viens faire de la compète, ou ça peut être celui qui cherche un peu un environnement social pour se réunir et faire des connaissances autour de Mario Kart? Alors il faut savoir que nous, la Team World Friend, on a cette compétence de vraiment proposer quelque chose qui corresponde aux besoins. Effectivement, quand une collectivité nous dit « je veux vraiment organiser un tournoi, je sais que vous avez du réseau, les gens vous connaissent, les joueurs compétitifs vous connaissent, j'ai envie qu'il y ait du niveau, etc. » On est capable de proposer ça, il n'y a aucun souci. Mais si à l'inverse, on a des collectivités, des entreprises qui veulent faire jouer des enfants, des très jeunes enfants, on est tout à fait capable de le proposer. Un seul exemple, par exemple, on était présent sur le salon de l'automobile d'Orléans en novembre dernier, donc il y a vraiment pas longtemps. Faut savoir qu'on a fait jouer des enfants très très jeunes. On a fait jouer des grands-parents, des petits-enfants, etc. Il n'y avait pas de tournoi à ce moment-là, c'était du free play. Par contre, on a cette compétence et cette patience aussi d'accompagner très jeunes enfants. On a cette patience, on a plus que la connaissance du jeu, on a aussi cette envie de transmettre. Ouais. Donc à titre personnel, moi, il n'y a aucun souci à passer des heures. Quand j'étais présent sur le salon de l'automobile d'Orléans, en 3 jours, on a fait 30 heures de salon à 2. Donc c'était très 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 long. Une journée quoi. C'était des très très grosses journées, mais à la fin en fait on était toujours poli, toujours calme, toujours même si les enfants nous tannent ou quoi, toujours là à régaler quoi. Donc on est capable de proposer des offres clés en main. Et dernière petite question pour conclure, pour toi, ça va être quoi ton épisode préféré de Mario Kart? Alors c'est une question. Super Circuit. C'est une question difficile. Super Circuit, on est d'accord. C'est une question difficile. Non, Super Circuit sur Game Boy, je crois, non? Ouais, j'ai bien. J'ai bien, ouais. Oui, parce qu'on n'avait pas sur Game Boy. Mais moi, en fait, c'est une question difficile. J'ai passé mon enfance sur Mario Kart Wii, qui est un jeu, même encore aujourd'hui, que je trouve excellent. Ouais. Et qui est modé encore aujourd'hui. Qui est modé. Il y a encore du launch aujourd'hui. Il y a encore des CTGP. Il y a une communauté. Il y a du CTGP. Je pense que j'ai pas de Mario Kart favori parce qu'ils ont été présents sur diverses étapes de ma vie. J'ai des souvenirs incroyables avec ma sœur sur Mario Kart Wii, à l'époque quand j'étais plus jeune. J'ai eu ensuite des souvenirs sur Mario Kart 7 où je jouais encore une fois tout seul, mais des super souvenirs où j'ai vraiment beaucoup joué au jeu en étant casu. Et forcément, quand j'ai 6000 heures sur Mario Kart 8 Deluxe, ce qui couvre très largement plusieurs fois les heures cumulées de tous les autres jeux, forcément, ça a créé aussi énormément de souvenirs. Ouais, c'est clair. Et Mario Kart World qui ramène un élan de fraîcheur et un jeu très sympa aussi. Donc je dirais que c'est un cumulé de tous ces jeux en fait. Malheureusement, je pourrais pas répondre à la question, je suis désolé. Alors ça cite Mario Kart Wii, ça cite Mario Kart 7, ça n'a pas cité Mario Kart Double Dash. Du coup, je propose qu'on annule cette interview parce que je me sens humilié et insulté. Et une question au niveau de l'association. Vous êtes situé à Orléans, mais vous intervenez que sur Orléans et la zone, ou vous faites toute la France? Ah oui, vous avez cité Japan Expo et Paris Manga. Ouais, alors, Paris Games Week. Ouais, alors on n'était pas forcément prestataire sur Japan Expo Paris Games Week. Par contre, il faut savoir que nous, c'est une de nos forces. Les membres de l'équipe sont présents partout en France, puisqu'on s'est fait connaître en ligne. On n'est pas tous de la même ville. Moi, pour ma part, je suis Angevin. Je suis pas orléanais. Mon ami est orléanais. Le leader de notre équipe est lyonnais. On a des membres à Paris. J'ai dit que j'étais angevin, mais je vis à Bordeaux aujourd'hui. Donc voilà, et j'ai un autre gars de l'équipe qui vit aussi à Bordeaux. Donc on a cette possibilité de couvrir une majeure partie de la France. On a déjà été présent pour des événements en Alsace aussi. C'est vrai que c'est pas en France. Mais c'est loin l'Alsace par rapport à Orléans notamment. Coupé de ro. Mais du coup, oui, on est capable de proposer pas mal de choses. On a aussi été présent pour run un événement qui s'appelait Road to Japan Expo. C'était sur la dernière Japan, non, celle peut-être bien encore avant, où en fait Nintendo nous ont proposé de gérer des qualifications en ligne pour une finale sur scène à la Japan Expo. Donc on est capable de proposer des événements et des prestations
quasiment partout en France. D'accord. À la demande et en clé en main. Bah écoute, merci Elie pour ta disponibilité. On va conclure. Je crois que les collègues n'ont pas d'autres questions. C'était très sympa d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Je te remercie. Eh bien, écoutez, merci à vous de vous intéresser aux compétitions Mario Kart. Ça fait plaisir d'avoir des interviews et des podcasts là-dessus. Je trouve que c'est vraiment des choses qu'on essaie de développer. Ça fait plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Donc merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Du coup, nous revoilà pour la conclusion de ce podcast. Pour nous, il s'est passé 2 secondes, pour vous, à peu près 40 minutes. La Warzone, la vraie. Pascal, je vais te laisser parler, toi qui es le patron, sur ton avis sur ce Alors truc. déjà, moi je voulais remercier Franck qui nous a gentiment laissé venir en invité à la convention parce qu'on n'a pas payé nos places. Un grand merci, ouais. Quand je lui ai dit, écoute, on a un podcast et j'aimerais savoir si on pouvait venir, ne serait-ce que pour interviewer et couvrir un peu côté presse l'événement, il m'a dit avec grand plaisir. Donc merci à lui. Et ensuite, je voulais remercier tous nos intervenants qui ont pris du temps où ils sont censés être exposants et travailler et pas faire à d'autres choses. Ils ont tous eu la générosité de prendre 5, 10, 15, voire 20 minutes pour répondre à nos questions et vous faire profiter de cette expérience. Mais sinon, au global, c'est une convention que j'ai trouvée très agréable parce que elle était très grande, sans qu'il y ait trop d'exposants. Du coup, ça faisait qu'on avait des passages très aérés. Oui, on n'avait c'est pas clair. le sentiment Japan Expo où tout le monde se marche dessus. Et très bien organisé pour seulement une 2e édition. En plus. C'est seulement la 2e édition et on sent que c'est très solide et j'ai même été reconnu. Merci à toi, chère personne qui a pris le temps de m'interpeller et de faire une photo avec moi. Mais attends, c'est toi Mugen Pascal? Eh oui, c'était moi. Mais non, c'est Pascal Mugen. Bah oui, enfin, évidemment. Ça fait très plaisir parce que c'est la première fois que ça arrive en convention. Donc merci à lui. J'ai été très surpris, moi, c'est sur les prix des jeux rétro. Oui, extrêmement surpris. Et là, j'ai trouvé les tarifs très raisonnables. Alors, vous aviez de quoi faire criser un banquier si vous aviez envie, hein. mais en restant raisonnable, vous pouviez vous en tirer avec pas mal de jeux pour pas trop cher. Je pense que l'une des plus belles acquisitions que j'ai fait moi de mon côté, c'est le Castlevania Dawn of Sorrow, j'allais dire Ara of Sorrow, non, c'est Dawn of Sorrow sur la DS, qui était à 40 €, complet en boîte. 40 et en bel état. Donc pour vous dire à quel point on pouvait faire de très bonnes De affaires. mon côté, si je devais citer un des jeux que j'ai pris un Battle of Olympus sur NES, Fra complet à 32 €. Ah oui, très très bien, ouais. Voilà, très bien. Et Brad aussi a même fait des achats. Moi, je suis resté raisonnable. Je suis reparti avec une poche de bonbons et un Metropolis Street Racer sur Dreamcast, du coup. Qui était en très bel état aussi. Très très bel état. Ouais, non, mais que pour une vingtaine d'euros, il me semble. Ouais, 25. C'est pas le plus bon marché, mais l'état était excellent. C'est ça, en fait, c'est pas des énormes coups de fusil de termes de tarifs, mais les états font que ça vaut le coup. Et puis, il y a pas besoin d'aller chercher en ligne. Il y avait largement de quoi faire. Ouais. Et je rappelle que déjà vous aidez parfois des commerçants qui ne sont pas forcément des revendeurs comme on peut en retrouver à la C'est paix. clair. C'est des gars qui étaient hyper sympas, qui ont pris le temps d'échanger. Vous pouvez jauger de l'état en direct et il n'y a pas de vol par Mondial Relais ou de frais postaux supplémentaires. Donc faites des conventions. Si vous avez le possibilité, c'est toujours sympa. Ce qui est très sympa aussi de ce genre de convention, en fait, c'est qu'il y a énormément de consoles disponibles. Là, on a vu une quantité de PC phénoménale, de Switch 2 aussi. Oui, beaucoup de Switch 2. Il y avait un stand officiel Nintendo et l'association qu'on a interviewée un peu plus tôt, qui était la dernière qu'on a interviewée, était sponsorisée par Nintendo aussi. Par Nintendo et du coup, il y avait plein de Switch 2. Tout une grande lignée, je pense, sans exagérer, qu'il y avait entre 50 et 75 Switch 2 disponibles. Ah oui, sans problème, ouais. On arrivait à l'ouverture, on part, là il va être pas loin de 16h30, on a pu tester tout ce qu'on voulait sans avoir plus de 5 minutes d'attente, grand max. Ouais, c'est clair. Et c'était encore quelque chose de simulation, c'était toi Brad qui avait testé. Oui, moi j'ai dû attendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais parce qu'il n'y avait qu'un seul poste de dispo, ouais, c'est sûr. Mais non, très très bien, mais juste pour se balader, flâner, puis l'épisode qu'on a fait sur le multijoueur local sur canapé, là concrètement, dans ce type d'événement, c'est aussi l'occasion de jouer en local, en LAN et de profiter un peu sur pas mal de choses en multijoueur. Donc ça fait plaisir, c'est très très sympa. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour couvrir cette expo. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire, les gars? Ouais, pour résumer, franchement, c'est une expo très familiale, très conviviale. Ouais, franchement, on peut y aller entre potes, entre familles. On a vu beaucoup de familles, beaucoup de potes. Beaucoup d'enfants aussi, et même très jeunes. Ouais, qui est... J'ai une métrique super intéressante pour le temps d'attente.
vous pouvez aller aux toilettes sans avoir d'attente. Oui, ça c'est vrai. Et c'est une métrique ultra importante dans les Première fois que je vois ça, ouais, c'est clair. On a même pu y aller 2 fois. et sans aucune attente, plus de 10 secondes, quoi. Donc c'est une métrique importante sur le terme de la gestion du flux de personnes. Oui. Non, mais très bien organisé, les locaux Très super propre. aussi. Des Donc, food trucks à dispo, ouais. que les tarifs soient excessifs. Moi, j'ai beaucoup aimé. Seul défaut, c'est comment y aller. Où on a un peu galéré avec Pascal en voiture. C'était très rigolo, ceci dit. Mais non, très bien organisé. Très bien organisé. Et non, c'est très chaleureux, très convivial. Et nous, on y allait surtout pour du gaming et également pour l'interview avec Cubi et discuter avec les personnes de Cubi. C'était très très cool. Et nous, et également, on le disait dans un point, dans un côté boutique et rétro. On y a trouvé notre compte. Il y a du jeu en qualité et en quantité également. Et on venait pas spécialement. moi, je serais même pas venu pour ça de base. Ouais, c'est clair. Ouais, mais il y avait largement de quoi. C'était très cool. Et franchement, c'était pour avoir fait par exemple Paris Manga récemment, où la partie gaming était vraiment naze. Non, la curation était bien meilleure. Là, la curation est beaucoup mieux. On a de tout et en quantité. Ça, c'était très chouette. Et non, mais franchement, c'était très. J'ai passé une excellente journée à Orléans. Pareil, voilà. Oui. On n'a pas vu beaucoup de la ville, mais on a vu toute l'expo. Alors après, il semblerait que la ville. Non, le temps était abominable ce matin. Il faisait très très froid en plus. C'était pas la bonne Je suis arrivé, journée, il y avait un brouillard digne de Silent Hill. C'était. Mais là, il fait un peu plus beau quand même et un peu moins froid. C'est ça, il fait au moins 2 degrés. Allez, 2,5 quand même. Voilà, donc non, au bilan, pour moi, une très bonne convention. Après, j'en ferai pas toutes les semaines. Mais une fois dans l'année pour retrouver les gars. Ouais, une fois ou deux, ou même un peu plus, mais ouais, non, c'est clair. Et on va essayer pour la prochaine fois d'essayer de se retrouver à 5 également. Et un petit peu plus longtemps aussi, ouais. Oui, peut-être essayer de s'organiser un vrai week-end. C'est ça. Après, ça s'est fait sur le pouce sur une journée du 14 février qui n'est pas la plus idéale. Voilà, le vrai défaut, on va dire, c'est la date. Où le week-end du 14-15, c'est vraiment pas la date idéale. Ça aurait été, on en discutait quand on arrivait, ça aurait été mieux une semaine avant ou une semaine après. C'est la date idéale, pas pour nous, parce qu'on est dans des situations où mariés avec enfants pour la plupart, donc c'est compliqué. Mais ceux qui viennent en famille, pas de souci. Oui, pour la famille, c'est parfait. Pour nous qu'il y a un impact. Mais oui, c'est vrai que tu disais qu'il y avait beaucoup de familles. Donc mais voilà. À part 2 qui n'ont pas pris la peine de bouger, on a réussi globalement. Évidemment, c'est ceux qui sont plus loin. Bah oui. C'est vrai. Ils font pas d'efforts. C'est vrai que nous c'était quoi une bonne petite heure de train, c'était tranquille. Moi, 2 heures de bagnole à peu près, moi. Moi, il a fallu 1 heure de train, plus un quart d'heure de métro, plus un quart d'heure de train pour aller à Paris, plus une demi-heure de marche. Le tout à 5 heures du matin. Un autre truc, beaucoup de cosplay. Beaucoup de cosplay là. Là, par exemple, nous observons un cosplay de Dante de Devil May Cry. Tout à fait. Et voilà. Les mauvais joueurs qui mettaient que des notes de dés, c'est ça? Vous savez pas essayer les skills correctement. Ah, c'est de notre faute. Entraînez-vous. Voilà, c'est ce genre d'ambiance. Voilà, c'est le genre d'ambiance très cool. Et sur cette déclaration de Dante de Devil May Cry, je pense qu'on peut conclure ce podcast. Et allez, à bientôt. Ciao. Salut. Ciao.